Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les coulisses de notre propre esprit. On va essayer de comprendre pourquoi, parfois, notre cerveau semble nous raconter des histoires. Alors accrochez-vous parce qu'on part explorer notre programmation la plus profonde. Alors la grande question, c'est celle-là. Pourquoi notre cerveau nous trompe? C'est une question qui peut paraître un peu étrange, mais elle est fondamentale. Elle touche à notre manière même de voir le monde et de nous y sentir. Pour commencer à comprendre, il faut imaginer notre cerveau comme un vieil ordinateur. Il tourne avec un système d'exploitation qui date de la préhistoire. Et son but premier, ce n'est pas vraiment de chercher la vérité, non, c'est quelque chose de bien plus basique. En fait, notre cerveau n'est pas là pour voir la réalité telle qu'elle est. Il est programmé pour une seule chose, la survie. La pensée critique, la créativité, tout ça c'est du luxe. C'est des applications qui ne lancent que si et seulement si ils se sentent en parfaite sécurité. Sa mission numéro 1, c'est de nous garder en vie, point. Et ce système d'exploitation, il obéit à 3 règles d'or. Très simple. Règle numéro 1, survivre, coûte que coûte. Règle numéro 2, éviter la douleur à tout prix, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et règle numéro 3, économiser l'énergie. C'est exactement pour ça qu'on adore les raccourcis, les réponses toutes faites et qu'on déteste l'incertitude. D'accord, mais quand est-ce qu'on installe ce programme? Eh bien, ça se passe bien plus tôt qu'on l'imagine. Dès nos tout premiers instants de vie, une sorte de plan directeur se grave en nous, et il va nous guider pour le reste de notre existence. Tout débute avec le premier grand choc, la naissance. On quitte un monde parfait, chaud et sécurisant pour l'inconnu. À ce moment-là, la mer devient notre univers, notre seule source de réconfort. Puis arrive le deuxième choc, le sevrage, qui nous force à l'indépendance. Ces étapes, elles sont cruciales, car elles installent en nous une quête permanente de sécurité. Et pour gérer cette angoisse de la séparation, l'enfant est très malin. Il trouve un allié, c'est le fameux objet transitionnel. Le doudou, la couverture. On a tous connu ça, non? Ce n'était pas juste un bout de tissu, c'était un morceau de maman, un concentré de réconfort à emporter partout. Et cette quête, figurez-vous qu'elle ne s'arrête jamais vraiment. Une fois adulte, on continue de chercher ce sentiment de sécurité absolue. C'est ce que le docteur Khawaja appelle le bazouziat. C'est notre tendance à nous raccrocher à des idéologies, des croyances, des groupes. Finalement, ce sont un peu nos doudous d'adultes. Maintenant, on va passer à une histoire vraie. Et franchement, elle est incroyable. Elle illustre à la perfection comment ce programme de survie peut nous jouer des tours. Et pas qu'un peu. Et cette histoire, elle pose une question essentielle. Est-ce que notre cerveau est programmé pour voir la vérité ou juste une version de la vérité qui lui semble utile? L'anecdote du scarabée australien va nous donner un sacré élément de réponse. Alors voilà l'histoire. Le scarabée mâle australien a un programme très simple. Pour se reproduire, il doit trouver une femelle, grande, brillante et de couleur marron. Un jour, sur son chemin, il tombe sur l'objet parfait qui coche toutes les cases. Sauf que ce n'est pas du tout une femelle. Le résultat est, sidérant. Je cite la source, « Tous les scarabées mâles ont abandonné les femelles et se sont rués sur les bouteilles de bière. » Oui, on a bien entendu, des bouteilles de bière. Ils essayaient de s'accoupler avec. Les conséquences ont été absolument dramatiques. Près de 90% de la population mâle a failli disparaître, ce qui a mené l'espèce au bord de l'extinction. Leur instinct, censé garantir leur survie, est devenu leur pire ennemi. Et cette histoire, aussi dingue qu'elle paraisse, elle nous parle de nous. Choisir des relations qui nous font du mal, tomber dans des addictions, ce sont nos bouteilles de bière à nous. C'est notre programmation qui nous pousse vers quelque chose qui brille, même si ça nous détruit. Ce conflit interne, il se manifeste aussi dans notre façon de penser. Il y a en permanence 2 modes de pensée qui s'affrontent dans notre tête. D'un côté, il y a la pensée magique. C'est notre pilote automatique. C'est le chemin facile, confortable, celui qui adore les histoires simples, même si elles sont fausses. Et de l'autre, il y a la pensée critique. Ça, c'est le sentier de montagne. Ça demande de l'effort, de l'énergie, de tout remettre en question. Et cette pensée magique, on la voit partout. Quand on ne cherche que les infos qui confirment ce qu'on pense déjà, quand on croit à l'astrologie ou quand on se dit qu'il pleut parce qu'on vient de laver la voiture, surtout cette pensée nous fait redouter la question la plus importante. Et si c'était faux? Bon, maintenant qu'on a un peu démonté le programme, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que cette prise de conscience peut changer notre façon de voir les choses et surtout notre définition du bonheur? On a tous en nous un vrai soi et un faux soi. Le vrai soi, c'est notre noyau dur, avec nos peurs, nos désirs, ce qui se révèle dans nos rêves. Le faux soi, c'est le masque social. C'est le personnage qu'on joue pour être accepté et se sentir en sécurité. La maturité psychologique, finalement, c'est de réduire l'écart entre les deux. Chez une personne mature, le masque est fin, transparent. Chez une personne plus narcissique, l'écart est un véritable fossé, ce qui crée une tension intérieure immense. Alors, le vrai bonheur dans tout ça, c'est quoi?
Ce ne sont pas les grands pics de joie, les feux d'artifice. Non, c'est plutôt un état de fond. C'est une sorte de paix intérieure qui vient de l'acceptation de soi et de la confiance en sa propre capacité à affronter les vagues de la vie. Et pour aller encore un peu plus loin, et si notre fameux libre arbitre était en grande partie une illusion? On est le produit de notre génétique, de notre éducation, des hasards de la vie. Nos choix sont bien plus influencés qu'on ne voudrait le croire. Tout cela nous amène à une conclusion qui est à la fois simple et très profonde du Dr Khawaja. Si on comprenait la vie correctement, on serait plus miséricordieux les uns envers les autres. Comprendre les programmes des autres, c'est le début de la compassion. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser réfléchir. Si on est tous, au fond, le résultat d'une programmation qui nous dépasse, comment est-ce que cette idée peut nous aider à être un peu plus doux, un peu plus indulgents, avec nous-mêmes et avec les autres ?